Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous. Bienvenue dans ce numéro de Parlons Foot pour discuter de football avec l'actualité brûlante. Vous le savez, ce qui s'est passé samedi dernier au stade Léopold Sédar Senghor. Un invité qu'on ne présente plus. Sans plus tarder, Pape Diouf, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On sait que le contexte est assez difficile pour le football sénégalais et vous acceptez de nous parler. Alors, Pape Diouf, ce qui s'est passé entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, comment est-ce que vous analysez cela? Il n'y a même pas de mots pour mettre, justement, comment mettre même des mots sur ce qui s'est passé? Incroyable, inadmissible. Je crois que d'abord, il y a un double, voire un triple volet pour ce qui est de cette double confrontation. D'abord, je pense que c'est dès lors que le tirage au sort nous avait opposé à la Côte d'Ivoire que nos chances s'étaient amenuisées. Il faut reconnaître que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui la meilleure équipe d'Afrique et que jouer contre elle, c'est quasiment, je dirais, avoir peu de chances de passer. C'est peut-être ce qu'il fallait d'abord dire. Ne pas faire croire au public sénégalais que nous avions toutes les possibilités de se qualifier. Il fallait au départ laisser la Côte d'Ivoire dans son rôle de favori, ce qui n'excluait cependant pas du tout un travail en profondeur à faire à l'écart du public, en dehors, je dirais, des caméras pour essayer de mobiliser nos joueurs. Donc, à la limite, la qualification de la Côte d'Ivoire ne me paraît pas tout à fait volée ou ne me paraît pas illogique. Ensuite, je crois que ce qui s'est passé dimanche au stade, samedi au stade de l'Amitié, c'est, si on veut penser aux incidents, c'est la résultante, me semble-t-il, d'une déception très massive. Le public sénégalais y a cru. Il fallait simplement voir déjà le nombre de spectateurs qui se sont déplacés. On ne se déplace pas en aussi grand nombre si on n'y croit pas. Et malheureusement, les circonstances ne nous ont pas été favorables et très rapidement, je pense que le Sénégal a démontré ou a montré plutôt une certaine forme d'impuissance face à une véritable machine de guerre, puisque c'est ainsi qu'il fallait voir l'équipe ivoirienne recroquevillée sur elle-même, assurant d'abord ses bases défensives, ne laissant en pointe que périodiquement Drogba, qui d'ailleurs revenait très souvent au milieu. Je crois que c'était un match qu'on aurait pu effectivement gagner, mais il aurait fallu que les circonstances nous soient vraiment favorables, ce qui n'était pas le cas. Vous parlez d'un triple volet, notamment dans vos propos. On note donc qu'il y aurait eu erreur dans la communication, peut-être aussi bien des médias, mais également des administratifs, des autorités et des techniciens du football. Je crois que les médias sont toujours dans leur rôle. Ce n'est pas à eux qu'il faudrait jeter la pierre, ce n'est pas non plus selon ce qu'ils ont dit, c'est pas à cette aune-là qu'il faut parler d'erreur de communication. Je ne serai pas là aussi à donner des leçons. Je dis simplement qu'il fallait peut-être au départ montrer que l'adversaire était coriace, que le Sénégal, en se qualifiant, aurait réalisé un véritable exploit, voire un miracle, et qu'il ne fallait peut-être pas placer le Sénégal au même pied d'égalité que la Côte d'Ivoire et penser qu'on aurait pu nous qualifier, puisque cela a eu pour effet, un, de faire croire au public que le Sénégal, en perdant la qualification, décevrait, c'est ce qui s'est passé, et deux, c'était aussi alerter les Ivoiriens sur la mobilisation sénégalaise. Je crois qu'il y avait peut-être une autre démarche à entreprendre qui n'a pas été entreprise de cette manière-là, et c'est sur ce plan-là que j'ai dit peut-être qu'on aurait pu s'y prendre autrement, puisque ces incidents regrettables qui ont émaillé, je dirais, la partie, c'était d'ailleurs une triste première à Dakar, puisque en règle générale, nous n'avions jamais à déplorer, je dirais, ce type de débordement. Et la résultante, je le redis, je dirais, d'un trop plein de confiance, d'un trop plein d'optimisme, puisqu'il fallait écouter les uns et les autres avant la rencontre pour voir que le supporter sénégalais était confiant, totalement confiant, et même, je dirais, presque certain de pouvoir terrasser l'ogre ivoirien. Et c'est peut-être là où la frustration est venue, grande, grosse, et qui s'est transformée, qui s'est en tout cas, je dirais, qui a amené ces débordements qu'on a eu à regretter. Alors, Pape, il s'est passé ce qui s'est passé. Pour vous, quelles sont les conséquences dans les médias? Les conséquences, de toute façon, elles seront, je dirais, d'une manière ou d'une autre très, très dures
pour le football sénégalais. Puisque d'abord, il est certain que la CAF, qui est très prompte, je dirais, à sévir lorsqu'il s'agit de débordements, ne manquera pas à sa bonne vieille tradition. Il est certain que le Sénégal risque, je dirais, une sanction qui pourrait être très dure. Cette sanction peut tout autant être sportive que financière, administrative aussi. Je pense qu'au-delà de cette sanction, il faut redouter aussi que la FIFA ne s'immisce dans l'affaire et n'intervienne, donnant peut-être à la CAF, je dirais, non pas des instructions, mais des recommandations qui pourraient encore avoir plus de sévérité. Puisqu'on sait que Walter Gag était là, qui était l'observateur de la FIFA. Donc, même si Walter Gag est quelqu'un qui aime beaucoup le Sénégal, qui a toujours œuvré, je dirais, pour que le football sénégalais aille de l'avant, mais tout ça m'amène à penser que les sanctions vont être très dures, vont être en tout cas à la mesure, je dirais, des débordements qu'on a vécu au stade de Léopold Sédar Senghor, et qu'il faudrait simplement savoir tirer les enseignements qui conviennent de cette triste après-midi pour essayer de se projeter vers un avenir un peu moins dur. Vous parlez des conséquences, donc des sanctions qui vont certainement tomber au niveau de la CAF, mais également concernant la Confédération africaine de football, est-ce qu'il n'y a pas à redire quand même les pratiques et méthodes qui ont cours là-bas avec Ayatou à la tête de cette instance? Nous verrons certainement les conséquences pour la Fédération de football, je veux dire pour nos autorités, mais je veux dire quand même désigner un arbitre tunisien quand on a en face un coach franco-tunisien. Là aussi, bon, peut-être pour certains, la coupe était pleine plusieurs fois. Vous l'avez dit, le public sénégalais, même si ça ne justifie pas ce qui s'est passé, ça l'explique peut-être. La coupe était peut-être pleine aussi pour les supporters sénégalais. Sans doute que la nomination de l'arbitre tunisien pour cette rencontre-là pouvait être sujette effectivement à caution ou en tout cas à réserve. On sait effectivement que Sabri Lamouchi, même s'il a joué, ou même s'il est né en France et qu'il y a joué toute sa carrière, même s'il a joué pour l'équipe nationale française, vous l'avez dit, il est malgré tout un franco-tunisien. Et rien que d'établir ce rapprochement-là, c'est faire naître, je dirais, une forme de soupçon, en tout cas de suspicion. Cela dit, il est vrai aussi que dans la désignation des arbitres, on ne peut peut-être pas toujours tenir compte de ce type de considération pour savoir quel est l'arbitre adéquat. Il n'en demeure pas moins, c'est vrai qu'une fédération ou les dirigeants d'une fédération sont à même de tirer le parti de toutes sortes d'événements pour créer ce que certains appelleront une forme de